Radio Vissou. Radio Vissou. Votre web radio locale. Votre web radio locale. Chers auditeurs de Radio Vissou, bonjour, c'est Jennifer. Vous êtes dans l'émission La Voix de la Création, une émission mensuelle qui est spécialisée pour présenter des artisanats d'art. L'objectif est de vous immerger dans le monde des artisans d'art, de connaître leur quotidien, leurs produits, leurs combats et de vous sensibiliser à la qualité des produits. Aujourd'hui, nous recevons la maison Gina qui crée des savons artisanaux. Alors, pourquoi l'envie de créer ta société, Gina ? Eh bien, pour plusieurs raisons. Alors déjà, merci de m'accueillir pour cette émission. Et puis, pour vous raconter un petit peu mon parcours. Donc, moi, j'ai travaillé près de 20 ans donc pour des maisons de luxe spécialisées dans l'univers de la parfumerie, des cosmétiques, mais aussi du médical. Alors, c'est un milieu qui est fascinant, qui est très raffiné. Voilà, c'était une véritable passion pour moi. Mais derrière, effectivement, toute cette beauté se cache aussi des réalités moins visibles, celle d'utiliser justement des substances controversées avec lesquelles, malheureusement, j'ai été en contact à mon insu. Et puis, un jour, mon corps a dit stop. Voilà, la maladie s'est installée, les opérations successives. Et puis, finalement, j'ai perdu mon travail. Donc, c'était une période, effectivement, de grands doutes, d'incertitude, où j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit, mais voilà, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Qu'est-ce que je vais devenir ? Enfin, voilà, c'était assez compliqué. Et puis, je me dis souvent que c'est souvent dans ces moments de rupture aussi et de grande transformation que finalement, on peut se réinventer. Alors, avant de me lancer, bien sûr, dans cette maison, en fait, la création de la marque, j'ai quand même voulu, en fait, vu que je me suis toujours intéressée à la nature, j'ai vraiment voulu me lancer, en fait, dans des études de naturopathie. Alors, pour la petite anecdote, c'est vrai qu'on m'a toujours appelée la Drabarnie. Alors, la Drabarnie, chez les Tziganes, c'est petite dame aux herbes. Et en fait, ça veut tout simplement signifier guérisseuse parce que depuis petite, je faisais des petites tambouilles de terre, d'herbes, pour aller soigner les animaux, etc. Donc, j'ai toujours eu une appétence, en tout cas, pour le monde végétal ou en tout cas le monde naturel. Ouais. Exactement. Et puis, j'ai décidé aussi de me spécialiser dans les troubles digestifs. Pourquoi ? Parce que, en fait, on minimise en fait l'axe cerveau intestin et finalement on sait très bien que quand dans la tête ça va pas ça va pas nulle part, enfin ça va pas dans le corps et vice versa. Enfin souvent quand on dit on est un petit peu angoissé, on va avoir mal au ventre. Et donc tout ça en fait pour moi c'est vraiment de lier aussi le corps et l'esprit. Donc je me suis lancé un défi. Et je me suis dit, comment transformer en fait cette épreuve en quelque chose de beau, d'utile, et puis finalement de fonder un univers où la santé, la nature, l'élégance ne ferait qu'un. Et c'est ainsi qu'est née la maison Gina Cantono, donc le 12 décembre 2022. Et j'ai choisi aussi donc de la nommer ainsi, donc en hommage à ma grande-tante italienne. Voilà, une femme forte, inspirante, et puis qui portait en elle l'âme des traditions. D'accord, mais alors du coup, pourquoi des savons ? Alors pourquoi des savons ? Parce que pour moi c'est un art ancestral, c'était déjà un petit peu une passion en fait. J'ai découvert le monde de la savonnerie, je savonnais déjà un petit peu à la maison et puis surtout en fait ma grande-tante avait des recettes ancestrales. Ça a toujours été quelque chose chez nous de très important. Et donc ça m'a tout de suite fascinée. Et tu as repris ces recettes ancestrales ? Exactement, en fait, j'ai repris certaines recettes, ouais, tout à fait. Et que bien sûr, après, j'ai amélioré, modernisé avec maintenant, on va dire, la science qui nous a appris toutes les propriétés qu'on ne soupçonnait pas forcément. Il y a plusieurs années, des dizaines d'années sur les huiles essentielles, par exemple. Mais en tout cas, j'ai repris des recettes. Et ça venait de ta grande-tante ? Tu avais laissé des carnets ? Exactement. En fait, c'était des petites fiches, des petites recettes, que génial. ce soit de cuisine ou autre. Et en tout cas, encore une fois, toujours une histoire de petites tambouilles. Et donc, je me suis vraiment inspirée, en fait, de tout ça. De ces recettes-là. Exactement. Et puis, bien sûr, j'ai fait une formation. J'ai appris la saponification à froid, la saponification à chaud. Deux procédés, en fait, qui sont super parce que finalement, c'est peu énergivore et puis surtout, ça génère aucun polluant, aucun déchet. Donc, surtout à l'heure où on est en train de parler d'écologie, de pollution, le savon, en fait, ça reste un produit, qui est 100% biodégradable. Et c'est génial, en fait. Mais tous les savons ne se valent pas. Il faut le savoir.
Donc, c'est justement là que réside en fait mon engagement et les engagements de la maison de Gina Cantono, dont on parlera un petit peu plus, vous allez le comprendre dans Donc là, c'est ta petite différence là par rapport aux autres savons. Oui, en fait, c'est ça, c'est qu'il y a des engagements, mais c'est surtout que, voilà, aujourd'hui, j'aime dire que je propose des douches sensorielles et pas, en fait, des savons, et vous allez comprendre un petit peu pourquoi quand on va avancer dans l'interview. Parce que au-delà de l'hygiène, en fait, le savon, c'est aussi une expérience. Voilà, ça va vraiment être une rencontre entre la peau, l'essence, la nature, et puis c'est vraiment un savoir-faire artisanal hyper raffiné. Donc mon souhait aujourd'hui, il est simple. Voilà, c'est d'éveiller les consciences, de montrer qu'on peut allier le luxe, l'écologie et le bien-être, qu'on peut se faire du bien, en fait, sans pour autant nuire à la terre ou bien à sa santé. Et puis, si je peux transmettre un petit peu de cette conviction, finalement, à travers mes créations, je considère en fait que ma mission est accomplie. Donc, finalement, la maison de Gina Cantono, c'est ça, c'est un peu de ça. C'est transformer en fait une épreuve en beauté et puis offrir à chacun le luxe de prendre soin de soi, mais tout en respectant en fait la terre. Alors moi j'ai une question, est-ce que tu te souviens la première fois que tu as créé ton savon, tout premier savon? Oui, je me souviens bien. Tu me raconter ça un petit peu? Oui, bien sûr. Alors je me souviens très bien effectivement de mon premier savon. Tout est parti déjà de mon histoire personnelle, finalement, mes expériences, mon héritage. Et puis surtout cette envie de mettre en garde contre les dangers sur notre façon de consommer. Et puis donc par le biais en fait de l'inhalation, d'application de certaines substances. Donc c'était aussi rappeler que la nature elle-même déjà est un véritable luxe. Donc je voulais vraiment en fait lors de mon premier savon en fait vraiment transmettre toutes ces valeurs en fait et une partie de mon histoire. Donc je me suis lancée dans la création en fait d'un savon finalement qui me ressemble, qui va raconter déjà une histoire, et puis un savon aussi qui incarne la sagesse, la force, et puis le courage aussi de tous ces guerriers et guerrières du quotidien. Un savon qui soit protecteur, mais aussi porteur d'un petit soupçon de mysticisme, puisque ça fait aussi partie de moi. Et puis c'est comme ça qu'est né Mjolnir, inspiré de la sagesse des dieux nordiques. Alors oui, j'aime la mythologie nordique. Donc Mjolnir, c'était quelque chose de très important, je trouve, qui correspondait vraiment à cet ancrage, en fait, cette force, ce courage qu'on peut justement traverser, en fait, dans notre quotidien, à travers notre vie. Donc j'ai choisi pour Mjolnir des ingrédients qui sont rares et nobles. Donc comme par exemple l'huile de Cartam. Alors l'huile de Cartam, il faut savoir que c'est une huile qui, elle, est, on ne peut pas l'utiliser vraiment en grosse quantité dans les savons parce que c'est une huile qui a tendance à rancir. Mais une fois qu'elle est bien dosée, en fait, elle va apporter, elle a des propriétés raffermissantes. Donc déjà, ça, c'est plutôt très intéressant. Et puis, en même temps, elle va protéger la peau. Et j'ai utilisé aussi une huile essentielle, mais que j'adore, qui est l'huile essentielle d'encens d'oliban. Alors, c'est vraiment une huile essentielle hyper précieuse. Elle va avoir des propriétés inflammatoires. Mais scientifiquement aussi, on sait que le simple fait de respirer donc son parfum va permettre de clarifier le mental. Et pourquoi ? Parce que c'est un petit peu comme toutes les huiles essentielles, comme toutes les senteurs, en fait, les parfums, peu importe. Quand vous allez respirer, par exemple, la senteur d'un gâteau au chocolat, peut-être que ça va vous éveiller, en fait, des souvenirs. C'est la Madeleine de Proust. Exactement. Parce que peut-être que ça va faire penser à mamie dans la cuisine quand le dimanche on cuisinait, voilà. Et en fait, c'est tout simplement parce que ça agit sur le cerveau limbique et c'est le cerveau limbique qui va donc déclencher justement ces souvenirs, ces émotions. Et donc, là en l'occurrence, l'huile essentielle l'encens d'oliban, va permettre de clarifier le mental. Alors c'est pour ça aussi qu'elle est beaucoup utilisée en fait dans les églises. Quand vous rentrez dans un lieu sacré, souvent on sent cette petite odeur de pain citronné et en fait c'est de l'encens d'oliban. Et pourquoi ? Parce que en fait son odeur va permettre de nous élever l'esprit et puis de nous inviter à la méditation et au sacré. Donc voilà, Mjolnir, c'était donc mon premier savon et puis c'était surtout un savon avec vraiment porteur d'un message qui appelle à prendre soin de soi autrement, avec respect et surtout avec conscience. Et tu l'avais fait quand, ton premier savon ? Tu te souviens de la date à peu près ? J'ai dû le faire, comme j'ai ouvert en 2022, j'ai dû le faire en 2020, 2021, parce que ça m'a demandé quand même aussi, comme toutes les créations que je fais, ça m'a quand même demandé du temps.
Ça t'a pris combien de temps vraiment à avoir le bon, comment dire, les bons ingrédients, mais le bon dosage des ingrédients? À peu près 2 ans finalement à travailler sur des recettes. Donc c'est vraiment une création en fait. C'est vraiment une création parce que c'est pas le simple fait, voilà, de mélanger, de faire sa petite tambouille, voilà. Ça peut se faire, mais en tout cas moi, c'était pas tout ce que je le fais en fait avec du sens et je le fais en conscience. C'est vraiment en fait ça qui fait que voilà, on a vraiment un savon qui est unique avec un message, avec une histoire. Avec plein de choses. Et d'ailleurs, lui s'appelle Mjolnir. Après, on pourra voir sur le site internet, tous mes savons portent effectivement un nom. Donc ça veut dire que tous tes savons ont un message. Ils ont un message et une histoire. Ils ont une histoire. Et tu la racontes, cette histoire, sur le site internet? Ouais, je la raconte, cette histoire. Alors effectivement, de façon moins approfondie, mais en tout cas, oui, il y a toujours une petite histoire voilà, qui accompagne le savon que l'on s'offre en fait ou que l'on va offrir. Et quand tu as des gens qui viennent t'acheter un savon, du coup tu leur racontes l'histoire ou tu donnes peut-être un petit papier, quelque chose qui leur permet de voyager un petit peu avec le savon? Non, pas toujours. C'est vrai qu'il y a des personnes qui me demandent, surtout sur voilà, les events, qui vont me demander mais pourquoi l'impétueuse? Pourquoi Mjolnir? L'impétueuse, t'as un savon qui s'appelle l'impétueuse? Oui, parce qu'en fait, c'est vraiment la personnalité de ma grand-mère. Donc, voilà, c'est très inspiré toujours de cette famille italienne. Voilà, donc il y a toute une petite histoire, effectivement, toujours derrière. Alors, il y a des personnes qui me demandent, et bien sûr, je suis ravie et honorée de pouvoir leur conter, en fait, cette histoire. Et puis, sinon, c'est sur mon site. Et après, voilà, c'est plus quelque chose, en fait, que je transmets un petit peu comme un cadeau. C'est pas forcément quelque chose que j'ai envie d'exposer. Donc, voilà, je laisse un peu un mystère, ouais, en fait, toujours, en fait, dans tout ce que je fais. Ouais. D'accord, ok. Je parle beaucoup, mais il y a des choses que je ne dis pas. Alors, est-ce que tu peux me parler un peu plus des ingrédients? Je vois que dans le savon que tu me disais tout à l'heure, je ne peux pas le prononcer, hein. Comment tu le prononces? Mjolnir. Mjolnir. Tu as de l'huile de cartame. Donc, tu as forcément une huile, tu as forcément quelque chose, une huile ou quelque chose, un corps gras dans un savon. Tout à fait. D'accord. Donc, tu peux nous parler un peu plus de des ingrédients? Alors, est-ce que tu préfères que je te parle plutôt des ingrédients, d'où je me fournis, etc., ou plutôt, en fait, de la partie technique, c'est-à-dire, déjà, comment est-ce qu'on fait un savon? Déjà, comment on fait un savon? Tu m'as parlé tout à l'heure de la saponification à froid. C'est ça. Et la saponification à chaud. Déjà, tu peux nous dire la différence entre les deux? Bien sûr. Donc, effectivement, pour fabriquer un savon, on va avoir plusieurs méthodes. On va avoir la saponification à froid. Donc, c'est un procédé qui va consister donc, à mélanger donc, des corps gras, donc effectivement des huiles, des beurres, et donc le plus souvent une solution alcaline. Enfin, une solution alcaline. Des beurres, t'as dit des beurres? Oui, des beurres, beurre de cacao, beurre de karité. Différents beurres, en fait. Mais est-ce que le beurre de vache, ils le mettent ou pas? On pourrait, alors ça s'appelle, on a différents beurres. Il y a le beurre de Sal, S-A-L. Il y a du saindoux, par exemple, parce qu'il y a aussi des graisses animales qui peuvent être utilisées. Mais ça, justement, je vais en parler aussi tout à l'heure. Mais voilà, on va vraiment prendre des huiles, des beurres, qu'on va donc mélanger donc, à une solution alcaline. Donc, le plus souvent, c'est de la soude caustique, donc qui est un produit, entre guillemets, chimique. Mais sans elle, il n'y aurait pas de réaction chimique, en fait, et ce processus de saponification. Donc, je vais vous rassurer aussi un petit peu par rapport à ça, puisque le savon, on verra qu'il ne va rester aucun produit corrosif dedans. Et je vais vous expliquer la petite astuce. Et puis, effectivement, donc on va mélanger tout ça, mais à basse température. C'est donc le principe de la saponification à froid. Alors, donc, on va vraiment... quoi basse température pour Alors, toi? Basse température, on ne va pas rentrer dans tous les secrets de la méthode. Non, mais c'est quoi? C'est 30 degrés? C'est 90? En tout cas, on sera en dessous de 40 degrés. Donc, pour toi, c'est en dessous de 40 degrés. D'accord. Voilà, à peu près. Alors, ça peut être... ouais, non, c'est plutôt ça. On va dire ça. Voilà. Donc, on va donc effectivement être à basse température. Pourquoi? Parce qu'on va essayer de préserver justement toutes les propriétés en fait des huiles et des beurres qu'on utilise. C'est le principe, hein, puisque finalement, quand on va se laver avec notre savon, c'est ce qui va nous rester sur la peau. Donc, autant utiliser des belles matières premières
des bonnes matières premières, et puis surtout essayer d'avoir ce savoir-faire, parce que plus on va passer, et donc je vais expliquer après donc à chaud, plus on va passer donc à forte température, et plus effectivement on a des huiles qui ne vont absolument pas tenir le coup et qui vont complètement être dénaturées. Donc voilà, donc en tout cas pour fabriquer le savon, c'est déjà cette base-là. Et puis effectivement, donc la réaction naturelle donc va créer du savon, mais aussi de la glycérine. La glycérine, c'est ce qui va conférer donc naturellement le pouvoir hydratant au savon. Et comment est-ce qu'on obtient cette glycérine ? Eh bien tout simplement, une fois qu'on a notre pâte à savon, qu'on l'a laissée en fait sécher, c'est-à-dire on appelle ça la cure. Donc pendant 4 à 6 semaines, une fois qu'il est démoulé, coupé et qu'il est en train de sécher pendant 4 à 6 semaines, toute la soude caustique en fait se transforme en glycérine. Et c'est ce que je disais, il ne reste aucun produit corrosif en fait dans le savon. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de pur, finalement, de pur, c'est un processus d'hydratant. De transformation, en fait. Exactement, c'est magique. C'est de la chimie. Voilà, c'est magique, c'est de la science, et c'est ça qui est fabuleux. Et puis, bien sûr, après, on ne s'arrête pas là, parce qu'il faut quand même qu'on se dise, bon, est-ce que vraiment la soude caustique, elle est partie du savon ? Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier le pH. Donc, on va prélever, en fait, dans la quantité qu'on a produite, donc des petits quelques grammes, en fait, de notre savon. On va donc y passer le pH mètre. Et puis, effectivement, ça va nous donner donc un indice pour savoir si donc le savon est au bon pH. Et puis, si le savon donc est conforme, et ben dans ces cas-là, il va pouvoir être commercialisé puisqu'il est bon pour conforme pour le pH. C'est quoi un bon pH pour un bon savon? pH, c'est-à-dire que par exemple, on va avoir donc déjà un microbiote cutané. Par exemple, si je prends ne serait-ce que le cuir chevelu, on est plutôt sur un terrain qui est très acide avec un pH qui va tourner aux alentours de 3,5. D'accord ? Alors qu'en fait, justement, pourquoi est-ce que notre cuir chevelu, il a un pH acide ? Eh bien, tout simplement parce que c'est pour éviter le développement des champignons, donc éviter les dermatites, etc. Donc, on a toujours besoin, en fait, de garder, en fait, un pH acide au niveau de ce microbiote. Mais le savon, ça va être la même chose, c'est-à-dire que un savon qui est trop acide sur d'autres parties de notre corps va pas du tout être équilibré. Donc là, ça pourrait complètement déséquilibrer la peau et donc ça serait pas bon. Comme un pH qui peut être, parce que sur une échelle, on va dire, je crois c'est 0 à 13 à peu près. Si on est à 13, si on est à 12, le pH, en fait, il est trop haut et là, on risque d'agresser la peau. Donc en fait, on va toujours être à peu près entre un pH, entre les bonnes pratiques de fabrication et les normes que l'on a, bien sûr, donc au niveau de la sécurité, et de l'hygiène et de la sécurité, nous recommandent d'être entre 8 et 11. Voilà. Donc, c'est pour ça que parfois, on a des savons où on a la peau sèche. Moi, il m'est arrivé d'avoir des savons comme ça. Tout à fait. Et j'ai arrêté d'acheter des savons à cause de ça. Bien sûr, ce qu'on peut tout à fait comprendre, surtout à l'heure du gel douche où c'est hyper pratique, où tout le monde peut emmener ça partout, où du coup dedans on met des humectants, etc. Et du coup, ce genre de savon-là, il n'a pas le bon pH pour moi. Alors, si j'ai la peau très très sèche. S'il a été commercialisé, c'est qu'il a le bon pH. Clairement, en général, oui, à part d'acheter ça comme ça un petit peu un peu à la sauvette, ça existe malheureusement, ça pourrait expliquer effectivement on n'est pas sûr de la traçabilité tout ça des ingrédients et puis on n'est pas sûr du pH, si on n'est pas dans un cadre légal, ça peut être effectivement très problématique pour la peau puisqu'un savon peut brûler la peau, clairement. Donc oui, s'il reste de la soude dedans, on n'est pas bien quoi. Là ça va être hyper agressif. D'ailleurs, il y a certaines savonnières qui font ce qu'on appelle le test de la langue pour le pH, quand elles ne sont pas justement forcément dans un cadre légal. C'est extrêmement dangereux parce qu'il suffit que le savon, il reste encore un peu de soude, elles peuvent se brûler la langue. Mais il y en a beaucoup au niveau un peu artisanal et puis chez les particuliers qui malheureusement font ça alors que le mieux c'est quand même déjà de prendre on va dire des bandelettes et puis par contre quand on est dans un cadre professionnel c'est un pH mètre. D'accord. Mais pour revenir à ta question, c'est surtout en fait le parfum aussi. On peut avoir soit des huiles essentielles qui ont été très mal dosées. Alors, normalement, c'est pas censé arriver parce qu'on doit passer par un toxicologue. Et le toxicologue, lui, ou elle, va donc reprendre toutes les fiches techniques, les fiches de sécurité, va nous demander en fait un travail énorme.
Donc pour pouvoir avoir tous les documents, donc la recette, etc., tout doit correspondre. On doit toujours en fait acheter donc une matière première, donc toujours du même fournisseur. À partir du moment où la recette elle a été validée avec ce fournisseur, ça doit rester comme ça. Voilà. Sauf, bien sûr, on peut après, repasser chez le toxicologue si, par exemple, on se retrouve avec, je sais pas, une rupture, un fournisseur qui fait plus cet ingrédient, etc. Bon, voilà, il y a des petites choses on peut arranger. Mais sinon, tout est toujours super bien cadré. Et en fait, le toxicologue, c'est tout simplement un médecin. Donc, lui, il va savoir quel dosage, effectivement. Est-ce que cette huile essentielle qui, peut-être, est un petit peu moins biodégradable ou ce parfum qui peut être un peu irritant. Voilà, on va avoir des dosages à respecter. Donc, voilà, potentiellement, ça ne devrait pas arriver. Mais en fait, on a quand même des gens qui ont des peaux extrêmement sensibles. Et donc, on a des gens qui ne vont pas du tout supporter le parfum. Et le parfum, on sait que ça dessèche, ça peut être irritant. Et surtout, même quand on se parfume, nous, au quotidien, moi qui est issue justement de la parfumerie de luxe, c'est ce que j'expliquais en fait. C'est vrai qu'on connaissait le parfum d'avant, qui était déjà d'extrêmement bonne qualité, contrairement à maintenant où c'est pratiquement que des solvants chimiques, etc. Et qui donc maintenant causent des allergies. Avant, effectivement, quand les femmes se parfumaient et qu'elles partageaient un moment intime avec leur amant, mettaient de l'eau de parfum. Et sur des zones stratégiques comme le creux des bras, les poignets, derrière les oreilles, la nuque, etc., le creux de la poitrine. Voilà, c'était quelque chose de très séduisant. On essayait aussi notre notoriété, notre statut social, etc. Et effectivement, quand ces femmes allaient dans les bals, eh bien, elles prenaient une eau de toilette parce qu'elles allaient parfumer plutôt en nuage leurs vêtements. Et c'est pour ça que c'est devenu une eau de toilette, puisqu'on parfumait la toilette. Maintenant, on est arrivé à un stade où le parfum, malheureusement, en fait, on a de moins en moins de traçabilité. C'est souvent très opaque. On ne sait pas vraiment d'où il vient. On ne sait pas comment il a été extrait. Il y a beaucoup de molécules chimiques pour stabiliser les molécules, etc., les senteurs. Et donc, c'est ce qui fait que maintenant, quand on met un parfum sur la peau, on peut aussi avoir des risques d'allergie. Et d'ailleurs, il faut quand même savoir qu'en cosmétique, quand vous prenez que ce soit une crème solaire, une crème visage, peu importe, qui est parfumé, eh bien, vous prenez le soleil, vous pouvez avoir des taches sur le long terme. Voilà, ça c'est scientifiquement prouvé. C'est complexe en fin de compte. C'est très très complexe quand on commence. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la cosmétique et d'ailleurs le marketing a bien compris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va vous créer un besoin pour consommer des produits dont de base vous n'aviez absolument pas besoin. Tout ça, c'est très marketing. Et tout ça, c'est lié en fait à des connaissances extrêmement complexes et approfondies. Donc, c'est pour ça que moi, aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'expliquer, de transmettre et un petit peu d'expliquer aussi, moi, mon parti pris, pourquoi dans mes savons, on ne retrouvera pas de parfum. Alors, ça bride un peu ma créativité. Mais voilà, moi, je pense qu'on l'a compris, mon leitmotiv, mon combat, c'est la santé, et pas seulement de la nôtre, mais aussi de la planète. Voilà. Mais ce qu'il faut quand même aussi bien comprendre, c'est que tout le monde ne peut pas faire du savon. Par rapport à tout ce que tu es en train de me dire techniquement, c'est-à-dire, moi, je ne peux pas en faire. Ça serait trop compliqué pour moi, parce qu'il y a trop d'étapes. En fait, c'est très facile. Faire du savon, c'est très facile. Dans l'Antiquité, on en faisait déjà. Les Égyptiens en faisaient déjà. Enfin, voilà, on n'a rien inventé du tout. On a simplement modernisé la chose. Faire du savon, c'est extrêmement simple. Une fois qu'on a quand même, effectivement, une base avec l'hygiène et la sécurité, tout le monde peut en faire. Mais le faire correctement, c'est-à-dire ne pas faire cramer ses huiles, etc., avoir la connaissance de ce qu'on utilise, ça, malheureusement, eh bien, c'est pas tout le monde. Et en fait, c'est devenu, la cosmétique, c'est devenu un vrai business. Et c'est ça, aujourd'hui, en fait, on a oublié la nature, on a oublié l'humain, pour quelques deniers, j'ai envie de dire. Enfin, quelques deniers, beaucoup de deniers, mais... C'est malheureux, c'est vraiment malheureux parce que c'est vraiment un savoir-faire ancestral, c'est un art, ça peut être extrêmement utile, ça peut même être un objet sexy finalement, mais voilà, on est un peu en train de tout bousiller, quoi. Donc... Alors, du coup, tu nous as parlé de la saponification à froid. Oui. Est-ce que tu peux me parler maintenant de la saponification à chaud ? Alors, la saponification à chaud, ça va être exactement le même procédé que la saponification à froid.
sauf que c'est un petit peu plus rapide. Voilà, parce que nous, ce qu'on va faire, c'est que la pâte à savon va se créer en fait en quelques heures. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que on va chauffer la pâte à savon, mais à plus forte température, pour que du coup la réaction chimique se fasse beaucoup plus vite. Et donc, pendant quelques heures, en fait, le savon va cuire. Alors en général, on est à peu près à 80 degrés. Voilà, il faut que ce soit à peu près à 80 degrés. Donc, on évite, bien sûr, de monter. Donc, il faut quand même surveiller. C'est un petit peu la complexité de la saponification à chaud. Et puis, effectivement, en quelques heures, on n'aura plus de soude, en fait, puisqu'on a fait chauffer la pâte à savon. Et du coup, la glycérine, en fait, elle va se créer, en fait, naturellement et beaucoup plus facilement. Il n'y a pas un risque de brûler l'huile, justement, à 80 degrés? Bien sûr, mais j'ai envie de dire comme la saponification à froid, parce que alors ça, c'est un gros débat entre savonniers et savonnières. Oui, mais la saponification à froid, ça monte aussi en température. Donc, pour ceux qui font de la saponification à chaud, ils se sentent un petit peu obligés de dire oui, mais donc... Enfin bon, voilà, c'est un petit peu la guéguerre. En fait, il n'y a pas de guéguerre à avoir, dans le sens où la saponification à froid, on est à basse température. Ça va bien sûr monter quand même en température, parce que voilà, le processus, une fois qu'il est enclenché, la température monte. Mais elle est, entre guillemets, un petit peu plus maîtrisée. Et la saponification à chaud, oui, bien sûr, on va tellement monter en température qu'on a des huiles qui vont complètement brûler. Donc là, ce qui va être intéressant, et que ce soit dans les deux méthodes, c'est d'ajouter le surgras. Et le surgras, c'est tout simplement en fait une quantité d'huile qu'on va ajouter délibérément dans le mélange. Et donc là, l'intérêt, c'est de choisir en fait des huiles qui vont nous apporter des bénéfices sur la peau. Et voilà, on va mettre le surgras en fait, tout simplement, quoi. C'est ça qui va être important. Donc là, par contre, en ajoutant donc un surgras après ce qu'on appelle la trace, du coup, en fait, toutes les huiles ne vont pas être brûlées, et donc on va pouvoir bénéficier d'un certain pourcentage, effectivement, de bénéfices sur notre peau. Tu te fournis où au niveau des ingrédients? Tu passes par quelle filière? Alors, déjà, moi, j'ai fait le choix d'utiliser des matières premières qui sont nobles. Quand je dis noble, c'est pas de la prétention, c'est juste que tout dépend, et je vais t'expliquer comment on se fournit, où et quel type d'huile. Par exemple, si je prends une huile de colza et de tournesol, effectivement, on a vu que le véritable luxe est dans la nature, donc c'est génial. Mais ce sont des huiles qui sont, on va dire, pas très onéreuses. Donc, du coup, ça reste intéressant pour, effectivement, le côté business. Moi, je vais plutôt utiliser... je vais pas m'arrêter, malheureusement, au coût. Ce qui fait que, bien sûr, mon prix de revient va être un peu plus important. Mais après, encore une fois, comme je disais, c'est mon parti pris. Donc moi, en fait, je vais vraiment utiliser des matières premières, donc nobles, comme je dis, mais parce que je pense que d'abord, c'est aussi respecter la nature et la santé. Donc pour moi, ça, c'est important. Et puis, je vais me fournir aussi de façon biologique. Parce que quand on achète des plantes et des huiles biologiques, eh bien, on a beau dire ce qu'on veut, mais il n'empêche qu'on a des nomenclatures qui sont quand même hyper rigoureuses. Et on va éviter tout ce qui est pesticides, engrais chimiques. Il n'y aura donc pas d'OGM et ça ne va pas contenir, en fait, de résidus toxiques dans le produit final. Donc moi, en fait, je vais vraiment aller chercher des fournisseurs, en tout cas, qui ont une traçabilité, qui ont une garantie, où je sais que demain, il y a un problème ou quoi que ce soit, on a tous les papiers, on a tout ce qu'il faut. On sait que que ça peut pas venir, en tout cas, du savon ou autre. Donc vraiment, les recettes, elles sont hyper protégées déjà à ce niveau-là. Et puis, en plus, utiliser des huiles et des beurres, ou en tout cas même des huiles essentielles, enfin peu importe, mais là j'ai parlé des huiles et des beurres qui sont quand même de qualité, c'est sympa, parce que du coup on va conserver aussi toutes les vitamines, les corps gras qui sont essentiels et qui vont nourrir la peau, la protéger. On n'oublie pas que la peau respire. Exactement. Donc elle a besoin d'être protégée. Bien sûr. Je dirais comme quand on mange quelque chose. Bien sûr. Moins il y a de pesticides, mieux on se porte. Exactement. Et d'ailleurs, je recommande même pour les personnes qui utilisent des huiles essentielles, mais vraiment, à titre pas du tout professionnel, mais comme ça au quotidien. Quand vous appliquez une huile essentielle, en fait, prenez-la justement bio. Quand ça a appliqué sur la peau. Quand c'est encore en diffusion, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais sur la peau, c'est quand même important parce que malgré tout, dans le produit final, même si c'est un produit naturel, quand on est sûr de la traçabilité, de la récolte, etc., on sait qu'on n'aura quand même pas de résidus toxiques. Parce qu'encore une fois, sinon, c'est un non-sens. Vous êtes en train d'appliquer quelque chose de bien sur votre peau, en tout cas pour vous faire du bien,
Mais en fait, vous ne savez pas que le miroir derrière, en fait, le tableau noir, peut révéler quand même des substances toxiques. Donc la nature, en fait, on se dit des fois, oui, c'est super, c'est naturel, mais attention, la nature peut tuer aussi. On le voit, on a des huiles essentielles qui peuvent être, ça c'est dans un autre domaine, plutôt la naturopathie, mais qui peuvent être abortives. Voilà, on fait quand même attention, on n'utilise pas n'importe quoi, n'importe quel dosage. Donc c'est pour ça que, comme je dis, il n'y a pas de foi sans intelligence. C'est bien d'avoir des engagements, mais il faut absolument avoir des connaissances, ou en tout cas approfondir, se renseigner, s'informer. Et d'ailleurs, même tout ce que je suis en train de dire là, faut pas hésiter justement à aller vérifier aussi par vous-même, parce que je ne suis pas parole d'évangile, mais voilà, moi, en tout cas, je transmets mes connaissances, et quoi qu'il en soit, j'invite vraiment tout le monde à le faire. Donc, en tout cas, chez moi, c'est vraiment un choix éthique et écologique déjà en fait à ce niveau-là par rapport à mes engagements, parce que en fait, quand on va acheter aussi des produits biologiques, eh ben, on va quand même soutenir aussi des pratiques agricoles qui sont durables. On va protéger les sols, on va protéger l'eau. En fait, on va protéger quand même la biodiversité. Puis c'est surtout qu'on va réduire quand même l'impact environnemental. Voilà, ça protège la planète. Faut pas l'oublier. Exactement. Donc, pour vous donner quelques petits exemples, par exemple, moi, mon beurre de karité, eh bien, il va provenir exclusivement, en fait, il est cultivé donc en Afrique de l'Ouest, donc il provient vraiment de là, parce que bien sûr, on peut pas avoir du karité en France. Donc moi, c'est pour ça aussi que je ne vends pas ma marque en fait en disant 100% local, etc. Parce que c'est un non-sens, ce n'est pas possible. Voilà. Mais en tout cas, mon beurre de karité, donc il est non raffiné, il est biologique, il est de grade A, il n'est pas du tout en fait transformé, il est non désodorisé, enfin vraiment, il est pur de chez pur. Et puis surtout, ce que j'aime, c'est qu'il est extrait de manière vraiment traditionnelle et par une coopérative de femmes. Je passe en fait par cette coopérative de femmes engagées pour l'autonomie des femmes locales. Voilà, c'est hyper important parce que on se rend pas compte non plus, mais quand on achète un produit, c'est bien aussi de faire travailler des gens et d'avoir en fait vraiment ce côté humain. Et pour moi, c'est hyper important. C'est pas que j'achète mon produit parce qu'il est pas cher ou voilà, mais sans vraiment en connaître sa traçabilité et quelles sont les personnes derrière qui nous ont permis aussi de pouvoir en fait acquérir ce produit, parce que là-bas en Afrique, on appelle ça l'or blanc. Donc ça leur amène de l'argent, ça les fait vivre, et je trouve ça super en fait d'avoir vraiment en fait cet engagement avec eux. Si je prends par exemple l'huile de coco, moi elle est vierge, elle est pressée à froid, elle est de qualité biologique. Pareil, elle n'a subi aucune transformation chimique puisque du coup elle est non désodorisée. Et puis, en fait, les fruits, en fait, ils sont récoltés à la main et ils sont issus d'une filière du commerce équitable. Et pourquoi, des Philippines, pardon. Et pourquoi pour moi ça c'est très important, parce qu'en fait aujourd'hui on le sait pas, mais on a beaucoup d'esclavagisme avec malheureusement les orang-outans, parce que les orang-outans sont des animaux qui vont beaucoup plus vite que l'humain et qui ont beaucoup plus de force pour casser les noix de coco. Donc en fait on va les exploiter pour pouvoir aller justement récolter en fait ces noix de coco. Pour moi ça c'est impensable et franchement sincèrement je préfère mettre quelques euros de plus dans mon huile de coco. Tant pis si ça impacte un peu mon coût de revient, mais pour moi, encore une fois, ça c'est quelque chose en fait, je ne peux pas passer à côté. Concernant donc les huiles essentielles biologiques que j'utilise, alors c'est pareil, elles viennent du sud. Donc de la France, donc c'est français, il n'y a pas de souci. J'ai choisi quand même de travailler avec un fournisseur français, bien évidemment, mais on sait très bien que les huiles essentielles ne viennent pas toutes de France. Par exemple, si on prend une lavande, elle peut venir de France, mais elle peut venir de Bulgarie. On prend par exemple du patchouli. Le patchouli, clairement, va venir d'Inde ou du Rwanda. En plus d'une région, d'un pays à une autre, on n'aura pas du tout la même senteur. Il y a beaucoup de choses. Mais en tout cas, cette société avec qui je travaille, donc effectivement nous garantit en tout cas toujours une huile essentielle qui n'aura pas de résidus toxiques, donc c'est tracé, on a toutes les fiches de sécurité qu'il faut, on sait que c'est sécure et que tout va bien. Donc ça, c'était la petite aparté pour les huiles essentielles, pour continuer un peu sur donc ta question pour où je me fournis, etc. Et puis, pour terminer, en fait, on va parler des additifs, parce que les additifs,
il faut savoir qu'on en a énormément. Alors, encore une fois, ça peut être industriel, utiliser des additifs qui vont être plus utilisés par des industriels, d'autres par des sociétés artisanales, etc. Bref. Moi, en tout cas, j'ai fait le choix d'utiliser donc aucun colorant ou parfum de synthèse, aucune graisse animale, ni huile de palme, parce que l'huile de palme, en fait, c'est controversé, déforestation, exploitation des orang-outans, etc. Donc, c'est vraiment... une catastrophe pour la planète. Et donc, en fait, toutes les couleurs, moi, que je vais obtenir, finalement, dans mes savons, c'est par la nature. C'est-à-dire que je vais utiliser des plantes tinctoriales, des argiles, des ocres, des mélanges de plantes, d'algues, peu importe, de fleurs. En tout cas, on a quand même une palette dans notre nature qui, je ne vois pas pourquoi on utiliserait un mica, par exemple, dont on n'est pas toujours sûr de la traçabilité. Et ça, je reviendrai après, je vous expliquerai un petit peu mieux plus tard. Mais voilà, donc quel est l'intérêt d'avoir un savon rose fluo qui va sentir la barbe à papa, franchement, quand on sait que ça va polluer toutes les nappes phréatiques, que ça peut nous causer potentiellement des irritations. C'est sympa, mais Oui, tu restes vraiment dans la protection de la peau, la protection de soi, le respect de soi, le respect de la planète, ouais. Le respect de tout ça, en fait, de l'écologie, de tout ce qui va bien. Exactement, et c'est hyper important. Est-ce qu'on peut parler de la conservation des savons ? Bien sûr. Alors, un savon artisanal, une fois qu'il est bien fabriqué, en général, il se conserve très longtemps. Alors, quand on est sur des matières premières comme ça, artisanales, une saponification à froid ou à chaud, on est vraiment avec des matières vivantes. Et donc, en général, on a des savons, des fois, qui peuvent un peu, avec le temps, suinter. Ou quand on utilise des huiles essentielles, on va aussi avoir une perte au niveau de l'odeur, puisque les huiles essentielles sont composées de COV, c'est-à-dire ce sont des composés organiques volatiles. Et donc, voilà, au fur et à mesure, avec le temps, ça respire et ça finit par s'atténuer. Donc, on va plutôt mettre une DLUO, en tout cas, les toxicologues vont mettre une DLUO de 18 mois, mais maintenant, un savon peut très bien aller jusqu'à 36 mois, comme finalement, tant le savon il est fabriqué, on va dire, avec des huiles qui sont stables et qu'on n'utilise pas d'ingrédients très sensibles à l'oxydation, il peut tout à fait être utilisable même des années après. La seule chose, c'est qu'il va peut-être perdre un peu de son odeur, il va peut-être sentir un peu le rang, surtout si on est sur de l'artisanal. L'important, ça va vraiment être de conserver son savon dans un endroit qui va être sec, donc à l'abri de la lumière, de l'humidité, de la chaleur, du soleil, bien évidemment, puisque c'est ça qui va accélérer en fait le rancissement des huiles et qui peut altérer donc le parfum et la texture. Voilà. Donc en général, un savon artisanal, ça ne se périme pas comme un produit alimentaire, mais s'il sent encore bon, s'il a une belle texture, on pourra encore l'utiliser même 2-3 ans après, sans danger en fait. Comme je disais, en fait, il peut juste sentir moins bon ou être un petit peu moins agréable à l'utilisation. Voilà. D'accord. On va rentrer un peu plus dans le sujet de la santé. Avec des ingrédients qui peuvent être considérés comme cancérogènes et surtout perturbateurs endocriniens. Je pense qu'il y en a un petit paquet. Exactement. Parce que c'est vrai que quand on regarde au dos d'un savon comme au dos d'un gel douche, là, toujours pareil, on a je ne sais pas combien d'ingrédients à l'intérieur dont on ne connaît même pas le nom d'ailleurs. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut essayer de donner quelques exemples, des petites choses qui ne vont pas là-dedans ? Bien sûr. Je vais vous donner plusieurs exemples. Déjà, quand on choisit en fait un savon ou un shampoing solide, par exemple, on fait déjà effectivement un choix qui est conscient pour la planète. On va réduire le plastique, donc c'est plutôt une super chose parce que on agit pour moins de déchets, donc c'est hyper positif. Mais il y a quand même des petites choses à savoir. Par exemple, quand vous achetez un shampoing solide, alors c'est super parce qu'on va utiliser un tensioactif qui s'appelle le SCI, c'est-à-dire qui s'appelle le sodium cocoïl isethionate. En fait, ce tensioactif, il est issu de la noix de coco. Jusqu'ici, tout va très bien. Sauf que ce qui va commencer à poser problème, c'est le procédé en fait de fabrication en fait de ces SCI. Alors, il est bien ce tensioactif parce que ça reste le tensioactif en tout cas le plus doux du marché.
Donc c'est pour ça que d'ailleurs, tout le monde s'est mis à utiliser le SCI, à vouloir faire du shampoing solide en se disant ouais c'est cool, on réduit les déchets pour la planète, etc. Trop bien. Mais en fait, pour la fabrication en fait de ce SCI, on va utiliser de l'oxyde d'éthylène. Et l'oxyde d'éthylène, il va nécessiter, c'est un solvant, hein, ça va nécessiter donc effectivement un solvant qui est nocif pour l'environnement. Voilà, donc déjà, ça, faut le savoir. On peut pas, en plus, c'est un gaz on peut pas, en fait, le relâcher comme ça dans la nature. Alors, il y en a qui le font, mais maintenant, ils essayent un petit peu... quand même de réutiliser pour d'autres produits, par exemple ménagers ou des choses un peu, entre guillemets, moins toxiques, comme ils le disent. Mais enfin bon, ça reste un gaz qui est très réactif et qui est toxique et puis qui transforme, et alors qui est pourtant bien, parce qu'il transforme le gras, effectivement, en taux suractif moussant. Mais voilà, il y a un problème, en fait. Il est controversé par rapport à son procédé de fabrication. Donc, c'est plutôt l'écologie qui serait en cause plutôt que Exactement. le fait de l'avoir sur notre peau. Exactement. Alors, c'est pour ça que, en fait, c'est vraiment un parti pris. Aujourd'hui, les savonniers, les savonnières qui décident de faire du shampoing solide, c'est vraiment avant tout pour réduire le déchet plastique. Mais après... Derrière, justement, ce beau geste, finalement, la réalité, elle est tout autre. Hein. Donc, en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. Donc, le recyclage, justement, de cet oxyde d'éthylène, il va être, comme je disais, très difficile à recycler directement. Donc, dans l'industrie, en général, il est neutralisé. Il va être transformé donc, chimiquement en produit, donc, comme je disais, un peu moins toxique avant le rejet, la réutilisation. Mais ce n'est pas un processus parfait et du coup, ça reste quand même un problème sur l'impact environnemental. Donc, derrière, en fait, les produits, entre guillemets, zéro plastique, il y a parfois un impact caché. Et ça, voilà, ça, faut le savoir. Alors, j'ai quand même une question pour les consommatrices lambda comme moi. Hein. Moi, je connais rien du tout dans les savons. C'est vrai que dans les salons, on parle souvent des savons artisanaux, mais j'y connais absolument rien. Donc, j'aimerais savoir maintenant comment les personnes, moi incluse, on peut décrypter la qualité d'un savon lors de salons ou même dans des boutiques spécialisées. Bien sûr. C'est vrai que pour une consommatrice, ou en tout cas un consommateur qui n'y connaît pas grand-chose, ça peut être vite le parcours du combattant, hein, clairement. Savoir si un savon, un cosmétique est de bonne qualité. Quand on voit tous les mots un petit peu en latin, etc., ou issus d'on ne sait pas trop d'où, c'est pas facile. Donc déjà, moi, le premier réflexe que j'invite à faire, c'est de regarder la liste des ingrédients. Plus elle est courte, plus elle est compréhensible, et meilleur c'est, vraiment. Alors, j'ai une question. Est-ce qu'on a forcément accès à la liste des ingrédients? Parce que des fois, j'ai l'impression que tu as des savons qui sont empaquetés sous cellophane ou sous plastique, mais je ne suis pas convaincue qu'il y ait les ingrédients complètement dessus. Est-ce que c'est toujours le cas? Alors, c'est absolument pas légal. C'est-à-dire que ça fait partie justement de nos bonnes pratiques de fabrication et en tout cas du portail national européen des cosmétiques. Ça doit être obligatoire de mettre la liste INCI sur tous les packaging. Donc, s'il n'y a pas ça, déjà, c'est pas bon signe. Déjà, c'est pas bon signe parce qu'en fait, qu'est-ce qui vous dit que parce que le vendeur vous dit oui, il y a du beurre de karité, puis il y a une huile essentielle, puis c'est biologique, et puis machin, et puis ceci. En fait, on ne sait pas. Donc, non, il doit y avoir absolument en fait une étiquette qui vous informe de la liste INCI. Et la liste INCI, donc c'est en latin, mais on peut aussi bien sûr la mettre en français pour que ce soit quand même plus compréhensible si on a un peu de place, en tout cas sur l'étiquette. Et en tout cas, on est là pour expliquer, nous. Mais quoi qu'il en soit, plus la liste est courte, meilleur c'est. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment nous, on peut lire maintenant ces ingrédients? Alors, comment vous pouvez les lire? Alors déjà, avant de parler de tout ça, vous pouvez aussi taper le nom sur Internet. Vous avez aussi des applications qui vont vous permettre aussi d'aller un petit peu, regarder un peu comme Yuka, tout ça. C'est on va dire les applications un petit peu plus utilisées. Bon, moi personnellement, j'aime pas trop parce que on sait que ce sont des applications qui sont corrompues, qui sont payées par les grandes marques. Et donc voilà. Et il n'y a pas toujours, ça fait pas toujours preuve de bon sens.
connaissances. Mais déjà, ça peut être une première indication, d'aller se renseigner en fait sur l'ingrédient en lui-même. Et puis, justement, pour vous aider aussi pour aider les gens à faire des choix éclairés, j'ai préparé des ateliers pour apprendre à décrypter les étiquettes, qu'elles soient alimentaires ou cosmétiques. Et l'idée, c'est que chacun puisse en fait comprendre ce qu'il met sur sa peau et en tout cas prendre des décisions en connaissance de cause. Donc dans cet atelier, tu nous expliques les mots qui sont d'ailleurs en latin, c'est ça ? Bien sûr, alors pas que en latin, bien sûr, mais en tout cas, je vais vous donner des listes d'ingrédients controversés, j'explique pourquoi. En fait, vraiment, c'est toute une investigation au sein d'un produit. On va en prendre plusieurs, que ce soit alimentaire ou cosmétique, avec bien sûr des sources scientifiquement prouvées, donc à l'appui. Vraiment, j'explique tout de A à Z. C'est encore une fois, comme je dis, il n'y a pas de foi sans intelligence. Je veux dire, il y a un moment donné, c'est bien beau de ne pas vouloir utiliser, mais il faut être sûr, il faut bien se renseigner. Et puis encore une fois, il faut faire attention. Voilà, c'est comme cette histoire de plastique. Je reviens dessus parce que je trouve que c'est important aujourd'hui. Les gens, en termes de recyclage de plastique, ça fait tout un tollé. Un plastique, en fait, une bouteille de shampoing, si par exemple la composition est OK, et clean, comme je dis. Si cette bouteille, en fait, elle est bien rincée, en fait, qu'il n'y a plus de résidus dedans, d'eau, etc., elle est mise, en fait, dans la poubelle jaune, elle est recyclée. Surtout que maintenant, on fait vraiment du plastique recyclable avec des matières végétales, etc. Donc, il n'y a aucun problème. Vous voyez un petit peu Voilà. Donc, vraiment, dans cet atelier, moi, j'explique tout ça, en fait, pour que vraiment toutes les personnes puissent repartir avec un maximum de connaissances et puissent enfin être autonomes quand elles se retrouvent dans leur rayon au supermarché ou dans des magasins bio ou etc. Ou sur Internet. Pour celles qui font leurs achats sur Internet, au moins vous avez toutes les indications, les informations qui vous permettent de consommer en pleine conscience. Comment on s'inscrit à tes ateliers ? On va sur ton site Internet ? Comment on s'inscrit ? Alors non, moi c'est vrai que c'est un peu particulier. Alors on peut aller sur mon site Internet effectivement, et donc dans la rubrique contact, donc envoyer un petit message en me disant je suis intéressée pour participer à cet atelier, quelles sont vos dates de disponibles, le prix, etc. Bien évidemment, je vous réponds par ordre d'arrivée. Sinon, je suis très active en fait sur Instagram, et c'est vrai que sur Instagram, il y a tous les liens de quand je fais des sessions, et puis moi j'aime aussi ce côté un petit peu communication, mais sans forcément de protocole. Donc des fois, j'ai aussi des clientes qui me disent aujourd'hui on est 3 et on avait ce samedi-là qui était de dispo et on avait envie de participer à un atelier. Est-ce que c'est possible, etc. Bien sûr que c'est possible. On va faire en sorte de tout mettre en place pour pouvoir justement concrétiser cet atelier. D'accord. On va parler maintenant d'autre chose qui sont les revendeurs. Alors juste pour expliquer un petit peu, quand on rentre dans le milieu de l'artisanat d'art, on se rend compte qu'il existe des faux artisans. C'est super bizarre à dire. Moi, je l'ai malheureusement appris quand je suis rentrée dans ce milieu-là. Et ce qu'on appelle en fait des revendeurs. Donc, les revendeurs, c'est ni plus ni moins des gens qui achètent sur des plateformes à très bas coût. Forcément, qui vous les vendent à des coûts aussi bas, ça peut être le savon à 2 euros, 1,50 € ou 2 euros. Et c'est vrai que les consommateurs vont plus vers les revendeurs en se disant qu'ils ont gagné quelque chose plutôt que d'aller vers les vrais artisans. Exactement. Et ça, je trouve que c'est vraiment un problème. Tu peux m'en parler un peu plus dans ton domaine ? Tout à fait. Alors, effectivement, il y a revendeurs et revendeurs. C'est-à-dire qu'on a les revendeurs, et d'ailleurs, c'est pas que dans la savonnerie, puisque comme je fais aussi de la vente de minéraux, je le vois aussi sur des stands, des gens qui vont acheter des bracelets, des pierres sur AliExpress et qui vont les revendre 10 fois, 15 fois le prix acheté. C'est tout simplement inadmissible, c'est honteux, c'est un manque de respect total. Et effectivement, dans la savonnerie, on va aussi avoir, et d'ailleurs partout, ce même constat. Donc déjà, pour reconnaître un revendeur sur un marché, une foire, un salon, peu importe, c'est assez simple, entre guillemets, c'est-à-dire que si on sait comment faire attention, à quoi faire attention.
Donc un vrai artisan, lui, il va connaître la traçabilité de ses produits. Il va pouvoir vous en parler. Il va connaître donc la méthode de fabrication, quel est son procédé, pourquoi, il va pouvoir vous dire où est son labo, où est-ce qu'il fabrique. Oui, donc il peut mentir. Il peut dire n'importe quoi, le revendeur. Alors oui, tout à fait, sur le moment, sauf qu'après, c'est quand même vraiment vérifiable. La personne n'est pas forcément obligée d'acheter tout de suite. Elle peut très bien regarder sur Internet, Google Maps, etc. On le voit tout de suite, si c'est vrai ou pas, s'il y a une entité ou s'il n'y en a pas. Donc voilà. Mais en tout cas, il sait expliquer le processus de fabrication, les ingrédients qu'il va utiliser. Et il peut répondre aussi, en fait, finalement, à toutes vos questions sur les matières premières, la production, etc., etc. Donc, par exemple, moi, maintenant que j'ai écouté tout ce que tu m'as dit, je peux très bien demander quel est le corps gras qui est à l'intérieur. Si la personne ne sait pas du tout me répondre à cette question, c'est qu'il y a un problème. Exactement. Ça s'est déjà vu, en fait, sur un salon que j'avais fait à côté du Mans. Non, c'était un marché de Noël, pardon. Et peu importe. et en fait, on avait donc une grande marque de savon qui, elle, en fait, revendait, mais pas directement. C'est-à-dire que voilà, c'était des gens qui étaient certainement freelance ou peu importe, et qui venaient en fait vendre leur savon. Et en effet, j'ai une de mes connaissances qui est allée sur le stand et à prendre des renseignements et demander quel est ce savon, quelle est la particularité, qu'est-ce que vous utilisez comme méthode, en fait, comme procédé de fabrication. La personne lui a tout de suite dit « Oh là là, alors ça, moi, je ne connais pas, je suis simplement là pour revendre la marque. » Voilà, alors il y en a qui sont très honnêtes. Donc c'est une vendeuse. Voilà, c'était une vendeuse, elle est très honnête, elle va le dire. Et effectivement, pourquoi pas. Mais par contre, effectivement, quelqu'un qui revendrait un produit qu'il a acheté on ne sait où ou sur des boutiques. Alors, si, j'ai un super exemple. Allez, faisons du déboomkage. Par exemple, j'ai souvent rencontré sur des marchés du terroir, de l'artisanat, tout ça, des personnes qui se disaient savonnières et qui vendent des fleurs de savon. Pour la plupart, en fait, c'est bullshit. C'est-à-dire qu'en fait, elles ne sont absolument pas savonnières. Déjà, pour sculpter des feuilles de savon, etc., il faut quand même un savoir-faire. Et puis, quand on voit la composition, c'est-à-dire que ce n'est que des micas, des produits chimiques, des colorants qui ne sont pas éthiques, dont on ne connaît pas la traçabilité, etc., déjà, en fait, ça nous met la puce à l'oreille. Et en fait, moi qui connais très bien donc le milieu, je sais quel est le grossiste qui revend. C'est un grossiste anglais et qui revend effectivement des bouquets de fleurs, des fleurs, enfin peu importe, donc de savon, mais la qualité est juste médiocre. Elle est même presque dangereuse. Elle est faite vraiment de perturbateurs endocriniens, de produits controversés. Donc voilà, là, on sait très bien que si vraiment c'était une fleur de savon, je peux vous dire que la personne qui le fait met un temps déjà fou à le créer parce que ça demande des découpes, ça demande de sculpter. Et puis, donc ça, c'est acheté, c'est fait donc là, en usine, ça alors. Exactement, c'est fait en usine et c'est racheté. Voilà. Et ces personnes, ensuite, donc, achètent à bas prix, donc cette qualité médiocre, et vont la revendre, en fait, sur les marchés en disant que c'est elles qui le font. Mais déjà, rien que le prix de revente doit nous mettre la puce à l'oreille. Moi, si j'ai quelque chose comme ça à 2-3 euros... Alors, ça veut rien dire. Ça veut rien dire parce que malheureusement, en fait, y a des personnes qui sont très intelligentes, entre guillemets, en tout cas, qui utilisent cette intelligence à mauvais escient. Et qui vont vous mettre, par exemple, un bouquet à 30 €. Vous allez me dire 30 € pour un bouquet de savon. En fait, ça peut, pour certaines personnes, paraître cher. En fait, c'est pas du tout cher. C'est juste la marge qu'elles se sont mis dessus. Parce que, bien évidemment, là, elles font au moins une marge de 10, voire plus. C'est de l'arnaque totale. Alors, si je devais le faire artisanalement, ça coûterait combien ? En fait, ça peut être des fois 50, 60, ça dépend. Parce que là, par contre, on est en train de parler d'artisanat d'art. Oui. Voilà, là, on n'est plus du tout... Là, c'est-à-dire que c'est des heures de travail. C'est comme un maître chocolatier. Quand il va faire des pièces pour des salons, des événements, etc., ce sont des pièces, des fois, qui sont même inestimables. Parce que ça demande des fois des semaines, des centaines d'heures, voire même des milliers d'heures pour pouvoir faire une création. Là, on parle de création. On ne parle pas d'un bouquet de fleurs
fleur de savon qui est revendue 15, 20, 30 euros comme ça pour Noël. Et puis d'ailleurs, quand on voit les couleurs, un savon avec du bleu, avec du vert pétant, des couleurs criardes, je veux dire, il y a un moment donné, non. Là, on sait que c'est pas naturel. Voilà, là, c'est pas de la poudre d'ortie, c'est pas des plantes tinctoriales qu'on a mis. Donc, c'est fait de l'autre côté de la planète à bas coût pour essayer de revendre chez nous. Exactement. Donc là, on est sur un revendeur. Oui, et puis en plus, il faut savoir que dès que c'est en Angleterre, en Chine, on n'a pas du tout, en fait, aussi les mêmes normes au niveau de la sécurité. Et ça, c'est un très, très gros problème. Oui. Et alors, maintenant, parle-moi un peu de tes prix, parce que c'est vrai qu'on entend souvent qu'on a des prix exagérés sur l'artisanat d'art, ce qui est en fait erroné. Je pense qu'on est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que c'est nous qui perdons pas mal d'argent par rapport au temps que l'on passe. Complètement. En général, ça, en fait, on ne paye pas notre main-d'œuvre. C'est très rare. C'est assez rare, oui. On est obligé, et puis en plus, on est confronté aux grands industriels, aux grands géants du marché. Ce n'est pas de la manufacture, c'est vraiment tout est fait à la main de A à Z. Exactement. Il faut bien retenir ça. Exactement. Donc là, en réalité, c'est vrai que ça devient compliqué. Et c'est surtout que les grands industriels, ils vont avoir donc un énorme avantage par rapport à nous, c'est-à-dire qu'eux, ils vont acheter en très grande quantité. Ils vont bénéficier bien évidemment de prix préférentiels et ils vont pouvoir investir donc massivement en fait dans la publicité. Ce qui fait qu'ils ont un produit souvent médiocre ou en tout cas pas terrible. Ils vont donc pouvoir faire des marges de dingue parce que derrière, en fait, ils ont acheté, eux, ils ont eu, comme ils achètent en très, très grosse quantité, ils ont eu forcément des remises exceptionnelles. Avec des ingrédients peut-être aussi médiocres, de pas où on n'en sait rien. En plus de ça, alors pas toujours, mais ça peut être le cas, effectivement. Et donc, forcément, en fait, on sait que c'est la publicité, c'est le marketing. Et aujourd'hui, le greenwashing, ça reste un problème en cosmétique. Donc voilà. Donc effectivement, pour un artisan ou une artisane qui a à peu près, qui produit en quantité limitée, les coûts vont être beaucoup plus élevés. On peut pas faire de grosses économies sur les matières premières. Le prix de revient est forcément plus important. Et c'est pour ça qu'il y a un savon artisanal qui est fabriqué avec des ingrédients en plus nobles et respectueux. Et donc, encore une fois, pas avec de l'huile de colza, de tournesol, etc. Et qui est respectueux, en tout cas, de la santé de l'environnement, forcément, va coûter beaucoup plus cher qu'un savon industriel ou en tout cas bas de gamme. D'accord. Où est-ce que je te trouve ? Est-ce que tu as une boutique physique ? Est-ce que tu fais des salons ? Est-ce que tu fais des marchés ? Où est-ce que moi, je peux te trouver Alors oui, en effet, j'ai un showroom. Alors j'ai appelé showroom parce que c'est un petit espace bien-être justement que je privatise pour mes clients. Alors il se trouve dans la zone industrielle de Courtabœuf, aux Ulysses, au 7 avenue de l'Atlantique. Vous pouvez retrouver les coordonnées donc en fait sur tous mes réseaux et y compris donc dans la rubrique contact de mon site internet. Et ce lieu en fait me permet de recevoir donc mes clients, mais pour diverses choses parce que je suis aussi énergéticienne, lithothérapeute, mais naturopathe donc spécialisée dans les troubles digestifs. Et donc, je vais recevoir donc mes clients, ça dépend des prestations. Mais en tout cas, je vais recevoir tout le monde dans ce lieu. Et puis, la seule chose à savoir, c'est qu'il va falloir par contre prendre rendez-vous puisque je privatise. Je ne peux pas ouvrir en fait au continu au public. Pour la simple et bonne raison que je peux être en consultation naturopathie, je peux être en production puisque mon laboratoire est attenant. Donc, en plus, quand vous venez dans le showroom, vous avez une verrière et vous pouvez voir mon petit laboratoire artisanal là où je fabrique. Donc, les gens peuvent voir en fait Bien ce que sûr. tu fais, comment tu le fais. Alors, comment je le fais ? Non, parce que je ne permets pas, malheureusement, cette chose-là. J'aurais aimé partager. Mais comme je suis victime de pillage d'informations, de copiage, entre guillemets, donc, tu fais attention. je suis obligée, malheureusement, de faire attention. Voilà. Donc, du coup, on voit, en tout cas, effectivement, les matières premières, comment elles sont stockées. On voit les savons qui sont en cure. On voit, en tout cas, le laboratoire. Donc, c'est plutôt rassurant parce que, au moins, on sait que on sait c'est pas fait n'importe où. Voilà, c'est ça. Mais ça s'arrête là. Et ensuite, bien sûr, après, donc je privatise donc effectivement le showroom. Alors les gens m'appellent maintenant, ils ont l'habitude. Soit ils m'appellent pour réserver leur créneau, soit ils m'envoient un mail. Enfin, en tout cas, les gens reviennent en fait, ils te connaissent et les gens reviennent. Exactement. C'est vrai qu'après, sans prétention aucune, mais c'est vrai que quand on a une traçabilité sur les choses, quand on est capable d'expliquer, quand les gens sont satisfaits des produits ou des prestations, ça paraît logique en fait. Les gens reviennent. Oui, parce que c'est quand même assez rare et dans
dans ce monde actuel en tout cas. Donc voilà. Et concernant donc les salons, pour répondre à ta question, donc moi les salons en fait de bien-être, je n'y participe pas et je n'ai pas l'intention d'y participer en fait. Voilà, souvent c'est des salons qui vont rassembler donc les mêmes stands, les mêmes produits qui sont issus des mêmes fournisseurs, des fois de qualité encore une fois médiocre. Et vraiment, j'ai pas du tout envie d'être associée à ce type de concurrence ni à ces produits. Donc j'ai fait le choix en fait de ne pas participer au salon du bien-être. Voilà, donc je choisis mes propres événements. Par contre, en revanche, le seul salon que je fais, et je suis d'ailleurs heureuse de le présenter aujourd'hui, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le salon de l'artisanat d'art de Wissous, Kathleen est l'organisatrice, qui nous accueille toujours dans les meilleures conditions avec le maire, et ça, il faut quand même le souligner, et qui travaille toujours avec acharnement pour nous donner de la visibilité. Et puis, c'est quelqu'un qui continue toujours, en fait, de travailler sur ce projet. En fait, c'est un véritable défi pour elle. Et voilà, et ça, c'est un salon qui correspond à mes valeurs, où on rencontre toujours aussi vraiment de belles personnes avec des marques magnifiques, où il y a toujours une bonne ambiance. Et ça correspond, à mes valeurs et à l'esprit de ma marque. Justement, on va arriver sur la question par rapport à ce salon, parce que c'est un salon d'artisanat et d'art. Oui. Le savon en tant que tel n'est pas forcément de l'art, sauf si on fait des fleurs de savon et tout ça. Donc aujourd'hui, j'aimerais que tu m'expliques pourquoi tu te considères comme une artisane d'art. Eh bien oui, parce que la savonnerie que moi je pratique, c'est avant tout en fait un artisanat d'art. Voilà. Chaque savon en fait que vous allez acheter chez moi, ça apporte une signature olfactive unique. J'ai fait des olfactoriums donc dans ma première expérience professionnelle et j'ai appris à créer le parfum. Donc aujourd'hui, je n'utilise pas de parfum, mais je vais effectivement donc créer donc une synergie d'huile essentielle. En pensant donc bien sûr au bien-être du corps et à l'harmonie d'esprit grâce à mes connaissances en fait en parfum et en aromathérapie. Donc c'est vraiment le fruit de mon expérience dans la confection de parfums qui aujourd'hui j'ai une signature olfactive qui est unique. En plus, en fait, finalement, chaque savon va devenir une palette sensorielle. Les textures, les couleurs, les senteurs se répondent comme dans une œuvre d'art, finalement. Et puis, c'est un travail qui demande du savoir-faire, de la créativité, de l'attention dans les détails, puisque tous mes savons, la plupart sont marbrés. C'est vraiment ce qui va distinguer mes savons d'une fabrication artisanale classique. Et puis, de temps en temps, et pour finir... je réalise aussi des éditions limitées qui racontent une histoire, qui deviennent de véritables objets d'art. Par exemple, pour Halloween, j'ai fait une édition limitée où j'ai créé donc, des savons avec des ingrédients de saison et qui étaient décorés à la feuille d'or et sculptés en fait. Donc c'est toutes ces créations qui pour moi sont des pièces uniques et qui mêlent la technique, l'esthétisme, le symbolisme et qui reflètent pleinement l'esprit de l'artisanat d'art que je défends dans ma maison. Merci Gina, merci d'être venue dans notre studio. Merci, avec grand plaisir de m'avoir reçue. C'était vraiment un plaisir de pouvoir échanger et surtout de transmettre. Merci beaucoup. Je vous donne les coordonnées de Gina. Alors Gina, est-ce que tu peux nous dire tes coordonnées? Où est-ce qu'on peut te joindre réellement? Bien sûr. Alors déjà, le nom sur Google, Maison Gina Cantono. Donc Gina, G-I-N-A, Cantono, C-A-N. T-O-N-O. Alors, tu as un Instagram, un Facebook, quelque chose? Exactement, je suis également sur les réseaux. Donc, l'Instagram, c'est tout simple, c'est maison Gina Cantono. Le Facebook, ça va être exactement la même chose pour la page. Sinon, c'est savonnerie Gina Cantono. Donc, voilà, très simple. Tu as un site internet. Et puis le site internet, donc www.ginacantono.com. Et puis on peut retrouver bien sûr l'email qui est contact@ginacantono.com ou bien me joindre sur mon téléphone au 07 89 21 29 03, mais que vous retrouvez aussi donc toutes mes coordonnées sur le site internet ou sur les réseaux sociaux. Merci Gina, merci pour tout. Avec plaisir. Cette émission sera disponible sur notre podcast à partir de notre site web Radio Wissous. On remercie les auditeurs de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une autre invitée avec un autre artisanat d'art. Merci à vous. Radio Wissous. Radio Wissous. Votre web radio locale. Votre web radio locale.